Ces armes allaient bien au-delà de celles que les Alliés avaient ou pouvaient imaginer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pleinement utilisées, elles auraient pu changer l'issue de la guerre. Le premier missile balistique au monde, le premier avion à réaction, les missiles sol-air et les bombes téléguidées étaient les armes secrètes du Troisième Reich, sujet de cet épisode de Secrets de guerre. Début mai 1940, les puissantes forces blindées de la Wehrmacht se dirigeaient vers l'ouest et balayaient tout sur leur passage. En moins de 3 semaines, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg furent victimes de la guerre éclair, la Blitzkrieg nazie. Humiliée, la France dut se rendre 6 semaines après le début de l'offensive allemande. La machine de guerre nazie semblait invincible. Seule, la Grande-Bretagne harcelée était encore un obstacle à la domination totale d'Hitler sur l'Europe. L'étonnant succès de la Blitzkrieg nazie résulta d'abord de l'application de tactiques révolutionnaires, mais on comprit vite que l'irrésistible poussée allemande serait bientôt soutenue par un nouveau développement inquiétant, des armes secrètes si incroyables qu'elles en défiaient le sens commun. Et pourtant, il y avait eu des avertissements sous forme de fusées qui pouvaient traverser l'espace et retomber sur leur cible à des centaines de kilomètres plus loin. Il y avait eu des rumeurs concernant des rayons électroniques qui pouvaient guider les bombardiers jusqu'à leur objectif dans l'obscurité ou le mauvais temps. On avait même parlé de bombes téléguidées qui pouvaient être dirigées directement sur leur but. En novembre 1939, un mystérieux paquet parvint au bureau de l'attaché naval britannique à Oslo, en Norvège. Personne ne savait d'où il venait, ni qui l'avait apporté. Mais il contenait une information qui parut incroyable. Ce paquet fut connu sous le nom de rapport d'Oslo. Le rapport d'Oslo était un cadeau. C'était un document anonyme affirmant dévoiler des renseignements sur les avancées technologiques les plus récentes de l'Allemagne. Il s'agissait de développements scientifiques à usage militaire, allant d'une arme guidée à une fusée de proximité. Le rapport d'Oslo fut remis au MI6, les services secrets britanniques à Londres. Son contenu était si incroyable que les services de renseignement pensèrent tout d'abord qu'il s'agissait d'une ruse sophistiquée destinée à induire en erreur et à impressionner la Grande-Bretagne déjà assaillie. Le rapport fut alors remis au Dr Reginald V. Jones, brillant conseiller scientifique au ministère de l'Aviation. Quand Jones reçut une copie du rapport d'Oslo, il fut tout d'abord très excité. Il en discernait l'authenticité, mais il était le seul dans tout Londres. Il comprit qu'il avait une mine d'or entre les mains. Le Dr Jones était un jeune physicien engagé par le ministère de l'Aviation pour aider à rassembler et à interpréter les renseignements scientifiques
de la technologie militaire allemande. Il avait une aptitude intuitive à déterminer, à partir du moindre indice de preuve, ce qu'une nouvelle arme allemande pourrait être. Il croyait le rapport d'Oslo authentique. Il convainquit son patron, le général Stuart Mangus, chef des services secrets britanniques, de l'autoriser à développer des mesures destinées à contrer les armes secrètes ébauchées dans le rapport. Jones se révéla un maître dans la conception de ces contre-mesures. Il fut célèbre en particulier pour avoir réussi à dévier le rayon dont étaient équipés les bombardiers allemands. Après avoir perdu la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe modifia sa technique de bombardement. Après les raids aériens diurnes, elle passa au nocturne pour que les avions soient moins repérables par la RAF. À la surprise des Britanniques, les bombes allemandes étaient précises dans leurs tirs de nuit. Le ministère de l'Aviation comprit pourquoi, quand un bombardier ennemi fut abattu et qu'un système électronique conçu pour le guider vers sa cible fut découvert dans la carcasse. Ceci figurait dans le rapport d'Oslo. Quand la preuve fut établie, Jones reprit le rapport, vit de quoi il s'agissait et analysa le fonctionnement. Il comprit que les Allemands utilisaient ce qu'ils appelaient Nickbane. C'était un instrument grâce auquel le pilote suivait un rayon intercepté par un second. Le pilote lâchait sa bombe au point d'intersection, la précision était parfaite. Le docteur Jones inventa alors un ingénieux système qui permit de détecter la fréquence du rayon utilisé pour guider les bombardiers. Une fois cette fréquence déterminée, un signal contraire était émis à destination du rayon radio de la Luftwaffe. Le signal britannique était plus puissant que le rayon allemand et indétectable. Il écartait les bombardiers de leur cible. C'est ainsi que la Luftwaffe largua, souvent involontairement, ses bombes au-dessus de lacs ou de champs. Jones aidait la Grande-Bretagne dans ce que Churchill appelait la guerre des sorciers, un nouveau type de combat où la science et la technologie de pointe étaient des armes de choix. Cette bataille aurait été sans nul doute bien plus difficile sans l'aide du mystérieux rapport d'Oslo. Plus le temps passait, plus les éléments du document se révélaient authentiques. Il indiquait par exemple que Peenemünde était la base sur laquelle les missiles guidés allemands étaient conçus. Il y avait également toute une série d'autres éléments qui s'avérèrent vrais. À ce jour, personne ne sait qui fut l'auteur du rapport d'Oslo. Il était signé par quelqu'un qui se surnommait lui-même un scientifique aux vœux pieux. Son identité réelle risque de rester encore longtemps un secret. L'application de la science et de la technologie allait d'évidence modifier l'issue de la guerre. L'Allemagne, depuis longtemps, jouissait d'une solide réputation de recherche scientifique et d'ingénierie de précision. Après son arrivée au pouvoir, Hitler ordonna aux communautés scientifiques et industrielles du Reich d'utiliser la science pour créer de nouvelles armes évoluées. En fait, en développant des armes secrètes, les Allemands établissaient les règles de base de la guerre qui survint plus tard au cours du XXe siècle. Ces armes secrètes, ou celles qui en découlent directement, nous entourent encore aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Ce que nous appelons maintenant armes propres fut réellement inventé de manière opérationnelle par les Allemands. Avant la fin de la guerre, les scientifiques allemands avaient créé la première bombe propre, le Fritz X. Le premier missile de croisière au monde, le V1. Le premier avion de combat à réaction opérationnelle, le ME-262. Le premier missile guidé, le Kramer X4.
le premier missile anti-aérien, le Wasserfall, et d'autres innovations incroyables. Les scientifiques allemands avaient une excellente réputation d'ingéniosité. Ils eurent des idées que personne d'autre n'eut. S'il y avait des problèmes dans le système allemand, il n'était pas du fait des scientifiques. Ils faisaient un excellent travail. Paradoxalement, c'est Hitler qui empêcha les scientifiques allemands d'accabler totalement les Britanniques. En juillet 1940, le Führer était tellement persuadé que la guerre serait terminée avant fin 1941 qu'il interdit le développement de toute arme défensive ou de tout nouveau système qui ne pourrait être achevé avant 12 mois. Ceci signe à la fin du développement du radar, des missiles guidés et de nombreuses autres armes encore plus terribles. L'évolution des armes allemandes fut aussi grandement entravée par l'absence d'une organisation centrale capable de superviser les différents projets. Il y avait trop de décisionnaires. Il y avait 4 ou 5 bureaux qui avaient chacun la prétention de représenter Hitler. Il y avait une foule de gens qui enquêtaient sur le même problème dans toute l'Allemagne. En termes d'efficacité structurelle, c'était absolument sans espoir. À la fin de la guerre, il y avait 53 projets différents de missiles anti-aériens. 27 de radars, 35 de fusées de proximité, tous menés par des personnes différentes qui ne communiquaient pas entre elles. Malgré la difficulté de travailler dans ce contexte agité de l'Allemagne nazie, les scientifiques allemands avaient imaginé le matériel de guerre futur. En 1939, ils avaient déjà créé le HS-293, un nouveau type d'arme qu'ils appelaient le missile guidé. Avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait commencé à développer des armes pour renforcer l'efficacité des attaques aériennes sur des navires de guerre blindés. Les bombardements en piqué obtenaient certes de bons résultats, mais les avions étaient très exposés aux tirs. Même s'il était relativement sûr de lâcher des bombes depuis des altitudes élevées, il s'avérait pratiquement impossible de toucher un navire en mouvement. En 1939, la compagnie d'aviation allemande Henschel commença à réfléchir au problème et créa le HS-293, le premier missile guidé au monde. Le principe était très simple. Vous lâchiez la bombe qui était dirigée vers la cible depuis l'avion. Ils en utilisèrent beaucoup contre les navires. Ils ont même coulé un cuirassé avec. Les Allemands furent réellement les premiers à concevoir les armes à distance et guidées. Ils furent même les premiers à développer des armes de précision chirurgicale comme on les appelle aujourd'hui. En août 1943, la corvette britannique Egret fut coulée dans le golfe de Biscaye par un HS-293, chose qui ne s'était encore jamais produite. Contrairement au HS-293, propulsé par une fusée, le Fritz X était une bombe anti-navire munie d'une ogive blindée traversante qui tombait en chute libre. Elle avait aussi des ailes et une queue contrôlée par radio que l'opérateur pouvait diriger avec une manette. Ceci permettait au largueur d'envoyer le Fritz X directement sur la cible. Elle fut l'ancêtre des bombes chirurgicales utilisées si efficacement 50 ans plus tard pendant la guerre du Golfe.
Les Alliés n'avaient rien à envier à l'épouvantable potentiel armé du Reich. Les Allemands nous ont lancé une nouvelle arme secrète, une arme mortelle destinée tout spécialement à être utilisée contre les navires. C'était une bombe volante, lâchée d'un avion et guidée vers sa cible par contrôle radio. Pendant la bataille d'Anzio, la marine américaine employa une contre-mesure pour parer les bombes volantes. Nous avions un équipement de brouillage à bord qui se substituait au système de contrôle des avions, prêts à larguer leurs bombes. Nous relevions la fréquence, la faisions passer dans un oscilloscope, puis dans l'émetteur, et nous la brouillons de manière à rendre l'émetteur inefficace. Ces contre-mesures électroniques sauvèrent de nombreux navires pendant les débarquements d'Anzio et de Salern. Nous avons compté 40 bombes qui, si elles étaient tombées où elles devaient, auraient détruit 40 navires. Pour prévenir les effets de l'interférence électronique, les concepteurs allemands créèrent des armes de contrôle à distance qui ne pouvaient pas être brouillées. Ce furent les premières armes téléguidées au monde. Le Kramer X4, missile téléguidé, ouvrit la voie au développement des armes anti-chars comme les actuels missiles Tau téléguidés et dirigés optiquement. L'inconvénient du largage des armes propres était que la plateforme de largage devait rester au-dessus de la cible pendant que l'arme était guidée vers le navire. Ceci rendait le bombardier vulnérable aux canons anti-aériens et aux attaques des avions de chasse. Heinkel eut l'idée de coller une caméra de télévision sur le nez d'un 293, et ça a marché. Mais c'était en 1945 et la guerre était terminée. Les Allemands avaient leurs bombes propres guidées par télévision en 1945, mais c'était trop tard. Toutes les armes secrètes allemandes ne furent pas couronnées de succès. Le concept du Peter Paul semble avoir été meilleur sur le papier qu'en pratique. Cette arme, du début de l'année 1940, était similaire aux bombes employées par les célèbres escadrilles de Dambuster 617 de la RAF. La bombe Peter Paul devait remplacer la torpille aérienne. Une version propulsée par fusée de cette arme fut aussi étudiée, mais pendant les essais, elle ne put même pas atteindre une cible immobile. La compagnie Henschel eut alors une idée plus efficace pour attaquer un navire en modifiant son missile guidé HS-293. Ses ailes et sa queue furent rainurées de manière à pouvoir l'amener jusque devant le bateau ou à côté. Quand il pénétrait dans l'eau, il changeait de direction et adoptait une trajectoire parfaite jusqu'à ce qu'il frappe le navire et fasse un trou dans la coque au-dessous de la ligne de flottaison. C'était en fait une torpille volante. La modification du HS-293 fut encore perfectionnée. On y adapta des fusées et on le testa comme missile anti-aérien. Un autre missile sol-air précoce fut le Wasserfall, ou chute d'eau. Il avait des ailes dirigées vers l'arrière et était contrôlé par radio. L'idée était de l'envoyer au cœur d'une formation de bombardiers où l'explosion pouvait être déclenchée. Même si ces armes étaient prometteuses, elles ne pouvaient pas permettre au bombardement quotidien du Reich de gagner la guerre à eux seuls. Hitler avait besoin d'une arme miracle pour forcer la Grande-Bretagne à négocier la paix.
Il pensa l'avoir trouvé début 1943. C'était le V2, le premier missile balistique au monde. Une fois lancé sur sa cible, rien ne pouvait l'arrêter. Pendant que l'armée continuait à développer le V2 au début de 1940, la Luftwaffe, elle, commençait à travailler sur une bombe volante propulsée par réaction et sans pilote. Je pense qu'il y avait peu de chances que les services secrets britanniques fussent à même de développer une bombe volante de quelque sorte que ce fût. Les services secrets de l'aviation avaient monté des rampes ou autres systèmes de lancement sur des bases de la côte allemande en mer du Nord, dans la région de Peenemünde. Début 1944, un vol de reconnaissance détecta en France des rampes de lancement ressemblant à des tremplins de ski. Après examen approfondi, il s'avéra qu'elles étaient toutes dirigées vers Londres. Suite à la défaite de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, les Alliés vainqueurs avaient espéré limiter le réarmement allemand par le traité de Versailles, signé pour ralentir l'Allemagne dans sa production de nouvelles armes. Il eut l'effet contraire. Leur problème était que d'après le traité de Versailles, ils n'étaient pas autorisés à posséder de l'artillerie lourde. Ils ont donc pensé, si nous ne pouvons pas avoir de l'artillerie lourde, que pouvons-nous faire? Et ils ont produit des bombes. Les films et les livres de science-fiction avaient enflammé l'imagination de nombreux jeunes gens des années 20. Adolescent, Wernher von Braun rêvait de construire un engin capable d'aller sur la Lune. À 23 ans, il était docteur en sciences et considéré comme un des meilleurs experts allemands en fusée. Von Braun était un concepteur de fusées hors pair. Il avait un don absolu pour leur fabrication ainsi que pour leur puissance. Von Braun et son groupe réussirent à lancer des petites fusées à propulsion à carburant et attirèrent l'attention de l'armée allemande. En 1933, elle leur proposa une alternative. Soit ils continuaient leur travail sous le contrôle de l'armée, soit ils arrêtaient leurs expériences. Von Braun fit le choix de Faust. Il continua à travailler pour le Troisième Reich. À 25 ans, il était responsable du programme de recherche sur les fusées le plus avancé au monde. Hitler lui offrit de développer à Peenemünde ce qui était une fusée très primitive. Von Braun n'était pas intéressé par les fusées militaires, mais par la fuséologie. Pour lui, ce fut le début, les premiers pas destinés à envoyer les humains dans l'espace. Von Braun et son équipe mirent en route leur programme de recherche sur une petite bande de terre appelée Peenemünde, sur la côte baltique de l'Allemagne. Cet endroit assurait la discrétion et leur fournissait une aire de rentrée pour leurs engins. Ils commencèrent à maîtriser la construction complexe de fusées à propulsion liquide. Avec le temps, divers systèmes de guidage, de carburant et de moteurs furent testés. Les essais et les erreurs apportèrent de nombreuses innovations étonnantes. Von Braun créa finalement un chef-d'œuvre, le premier missile balistique au monde. Sa fusée, originellement désignée sous le nom de A4, fut renommée par Hitler Vergeltungswaffe, arme de vengeance. Elle resta à jamais connue sous le nom de V2.
V2 avait la meilleure forme balistique jamais vue, celle de la balle allemande 7,92. En lui ajoutant des ailettes et en l'agrandissant des centaines de fois, ils obtinrent une forme parfaite. Le V2 mesurait 14 mètres de long et pesait 13 tonnes, dont une pour l'ogive. Après presque 10 ans de développement, elle devint, le 3 octobre 1942, le premier objet fabriqué de la main de l'homme à franchir le mur du son et à quitter l'atmosphère terrestre. L'ère des missiles balistiques était née. Ce fut un exploit technologique étonnant. Chaque missile du monde d'aujourd'hui doit quelque chose à son ancêtre, le V2. Mais en 1943, l'engin était plus craint qu'admiré, surtout par les Alliés. Nous avons entendu parler pour la première fois des armes V par des scientifiques des pays occupés, des Danois par exemple, et des Luxembourgeois, qui étaient au courant du fait qu'elles étaient conçues à Peenemünde. Sur l'ordre du Dr Jones, une reconnaissance photographique fut opérée au-dessus du site. Les images permirent d'en déduire la taille et la forme. Après quoi, le 17 août 1943, ils bombardèrent massivement la région. Ils détruisirent une grande partie de la zone et tuèrent de nombreux scientifiques. Ce fut une opération très efficace, contrairement à d'autres. Le bombardement de Peenemünde surprit les Allemands. Hitler ordonna la poursuite de la construction des V2 dans un endroit souterrain. Heinrich Himmler, chef de la SS, le convainquit alors de retirer le contrôle de leur production à l'armée pour le confier à la SS. La nouvelle usine d'assemblage de V2 fut installée dans une série de grands tunnels au-dessous des montagnes du Harz, près de la ville de Nordhausen. Les SS fournirent une main-d'œuvre forcée, constituée de prisonniers des camps de concentration proches, Dora et Buchenwald. Quand von Braun exprima aux SS sa désapprobation quant à leur méthode, Himmler le jeta en prison pendant une semaine. Von Braun était indispensable et cela lui a probablement sauvé la vie. Bien que la fusée de von Braun ait été mise à l'étude bien avant la bombe à propulsion à réaction, la nouvelle arme secrète de la Luftwaffe fut opérationnelle plus tôt. Hitler en fit la première de ses armes de vengeance. Elle fut bientôt connue sous le nom de V1. Elle mesurait environ 8 mètres et transportait presque une tonne d'explosifs. Le V1 était bien entendu d'une conception très intelligente. Le problème était d'avoir quelque chose de rapide, de réutilisable et de bon marché à fabriquer. C'était tout simplement une bombe avec de petites ailes courtes. Elle ne pouvait contrôler sa direction en vol, mais son moteur était le plus soigné qui fût. La propulsion à réaction consistait en un simple tube dans lequel le carburant était injecté et mis à feu. Il n'y avait pas de pale d'hélice compliquée comme dans un moteur à réaction traditionnel. Le V1 était soit largué depuis un avion, soit propulsé par une catapulte à vapeur. Les orifices, à l'avant du tube, permettaient à l'air de pénétrer et d'exploser quand il se mélangeait au carburant dans la chambre de combustion, ce qui refermait les orifices et envoyait la poussée vers l'arrière du tube, propulsant ainsi le V1. Vous aviez ainsi une série d'explosions, peut-être 50 à 60 par minute. Cet engin émettait un bourdonnement et un grondement reconnaissables et inoubliables quand il se déplaçait dans l'air.
À l'avant du V1, il y avait un petit propulseur connecté à un odomètre réglé pour une certaine distance. Quand le propulseur avait effectué un certain nombre de révolutions, l'arrivée du carburant était interrompue et le V1 tombait sur sa cible. Ce n'était pas une arme sophistiquée ou très précise, mais elle n'avait pas à l'être, elle était efficace. Tout allait bien tant que vous entendiez le bruit au-dessus, dans le ciel. Au moment où il s'arrêtait, la bombe était sur son aire, et c'était le moment de se mettre à l'abri. Le V1 pouvait être intercepté par un tir antiaérien, mais nombre d'entre eux réussirent malheureusement à terroriser Londres. Le V1 causa un choc très désagréable, non sellement en raison de son impact tactique, mais aussi parce que c'était une arme de terreur. C'était une arme psychologique. Elle était destinée à miner la population, sans discrimination. Malgré son effet terrifiant, Hitler comprit bientôt que le V1 ne gagnerait pas la guerre. Un simple raid de 1000 bombardiers alliés larguait plus d'explosifs en une seule mission que toutes les attaques de V1 réunies. Le V2 eut lui aussi une faible influence sur l'issue de la guerre. À vrai dire, elle ne fut pas très meurtrière, Dieu merci. On dit souvent que plus de gens sont morts à la construire qu'à la subir. Parmi les 60 000 personnes qui travaillaient à l'usine de fabrication des armes V, plus de 20 000 moururent de faim et des mauvais traitements infligés par les SS. Après la guerre, von Braun et ses meilleurs hommes furent emmenés en Amérique pour poursuivre leurs travaux pour l'armée américaine. Von Braun devint citoyen américain et conduisit leur programme de missiles. En 1958, sa fusée Redstone lança le premier satellite américain sur l'orbite de la Terre. Il fut finalement nommé directeur de la NASA. En 1969, il réalisa son rêve de toute une vie avec sa fusée géante Saturne V qui emmena des hommes sur la Lune. D'autres programmes allemands d'armes expérimentales étaient aussi avancés que les fusées de von Braun. Début 1944, le plus extraordinaire des avions de la guerre fit son entrée dans le ciel, provoquant un choc au sein des équipages de bombardiers alliés. On était entré dans l'ère de la propulsion à réaction. Quelques-uns des projets les plus secrets de l'Allemagne concernaient la création d'un nouvel avion révolutionnaire qui serait propulsé par des moteurs à réaction ou des fusées. La première preuve de ces projets éclata après que la RAF ait elle-même partiellement dévoilé son projet secret mené à Boscombe Down. Les services secrets britanniques savaient que les Allemands développaient un projet d'avion de combat propulsé soit par réaction, soit par fusée. Une reconnaissance aérienne au-dessus de Peenemünde avait en effet rapporté des photos montrant des traînées noires sur les pistes, ce qui avait déconcerté tout le monde. Puis quelqu'un de la RAF, de Boscombe Down, a dit « Vous savez, nous faisons des expériences avec des avions à réaction et ils laissent le même genre de traces noires sur le sol. » C'est ainsi que vers mars 1943, nous avons su que les Allemands faisaient autant.
Cette étonnante découverte des services secrets confirma les rapports de travailleurs étrangers à propos d'étranges avions sans propulsion. L'impact sur la RAF fut immédiat. Les Britanniques accélérèrent alors la mise en service de leur avion de combat à réaction, le Météore. Il fut opérationnel en juillet 1944. À la fin de la guerre, il y en avait 200 et leurs engagements furent nombreux. Le premier eut lieu au-dessus de l'Allemagne, en 1945. Les deux pays auraient pu déployer de manière opérationnelle leurs avions à réaction avant le début de la guerre. En 1930, Frank Whittle avait présenté le sien au ministre de l'Aviation, mais celui-ci estima que le nouveau moteur représentait une dépense inutile. Le haut commandement de la Luftwaffe était présent quand l'appareil expérimental de Ernst Heinkel, le HE-178, marqua l'histoire le 27 août 1939. Ce jour-là, il fut véritablement le premier avion à réaction à voler. Vous pouvez imaginer tout le monde à la Luftwaffe dire « C'est merveilleux les enfants, allez-y ». Mais l'ont-ils fait? Bien sûr que non. Cette décision peu logique coûta à l'Allemagne ses avions à réaction pendant les années clés de la guerre. La Luftwaffe était plutôt satisfaite de ces Messerschmitt Me-109. Le haut commandement n'était pas intéressé par un moteur à réaction, bien qu'il puisse apporter à un avion de chasse une amélioration essentielle en termes de performance et de vitesse. Pour empirer les choses, quand les projets furent interrompus, de nombreux scientifiques et ingénieurs qui y avaient participé furent envoyés sur le front russe. Ce n'est qu'en 1943 que l'arrêt du développement fut levé. La première chose qu'ils durent faire fut de retrouver tous ces scientifiques qui se cachaient dans les tranchées en Russie et qui n'avaient pas été tués, de les ramener et de reprendre tous les programmes. S'ils n'avaient pas perdu ces 2 années, Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver. Un des programmes retardés de manière significative fut celui de l'avion de combat à réaction Me-262. Avec une vitesse de pointe supérieure à 200 km/h, plus rapide encore que les meilleurs des Alliés, il aurait pu être un facteur décisif dans la guerre s'il avait été déployé assez tôt. Je ne doute pas que si ces avions avaient été utilisés pendant la bataille d'Angleterre, ils auraient pulvérisé la RAF. Et l'invasion, si elle avait eu lieu, en aurait été simplifiée. L'interdiction de production suspendue, les Allemands essayèrent de rattraper le temps perdu. Mais le Reich était alors sous la pression des bombardements stratégiques réguliers comme des horloges de l'aviation américaine et de la RAF. Malgré cet environnement chaotique, Messerschmitt réussit à créer son premier avion opérationnel à propulsion par fusée, le Comet Me-163. Sa vitesse de pointe, de plus de 900 km/h, stupéfia les équipages des B-17 qui le voyaient pour la première fois. Le 163 fut efficace dès le début. Quand il apparut pour la première fois au milieu des B-17, c'était véritablement une arme de terreur, de démoralisation. Je pense que les Alliés, à ce moment, ont pensé qu'ils ne pourraient pas la combattre, qu'ils ne pourraient pas l'intercepter. Les Me-163 plongeaient malgré les canons au milieu des formations de B-17, les détruisant le plus souvent. Ils redescendaient dans leur couloir aérien, ravitaillaient et remontaient au combat. En réalité, le Comet n'était pas une arme pratique. En effet, quand il redescendait à sa base, il était plus particulièrement exposé aux tirs alliés. Mais son aspect était si inattendu qu'il ébranlait la confiance des hommes qui l'affrontaient.
Les équipages de bombardiers n'avaient pas été prévenus car les Alliés en ignoraient presque tout. Les concepteurs allemands créèrent également de nombreux autres avions secrets. Le Henkel HE-162 était très prometteur et était muni pour la première fois au monde d'un siège éjectable. Le bombardier de reconnaissance Arado 234 Blitz à réaction pouvait voler plus haut et plus vite que le meilleur des avions de chasse alliés. Mais comme de nombreuses autres armes secrètes allemandes, il arriva trop tard. À l'instar de la Luftwaffe et de l'armée, la marine allemande avait aussi inventé son lot d'armes secrètes. En 1943, elle présenta au Führer, qui l'approuva, un impressionnant projet d'utilisation de missiles V2 destinés à être tirés depuis des sous-marins contre les États-Unis. Hitler acquit nombre de ses opinions militaires alors qu'il était soldat d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Sa répugnance à fabriquer des armes défensives lui venait de sa croyance que la meilleure des défenses est l'attaque. En outre, il aimait le pouvoir de l'artillerie. C'est pourquoi il autorisa la construction du plus grand canot au monde, la pompe à haute pression, projet ultra secret. Il voulait construire un canon avec un fût de 130 mètres de long, relié à plusieurs tubes pour permettre d'ajouter des charges supplémentaires. Il était dirigé sur Londres. L'idée était d'en construire une batterie complète et de procéder à un seul tir. Le désir de soumettre un ennemi par le tir daté de 1918. Hitler était si excité par ce projet qu'il lui accorda un insigne honneur, il le nomma V3. Mais il est aussi connu sous le nom de canon de Londres. D'autres, au sein du Reich, l'appelaient le ridicule. Le concept consistait à tirer un premier obus dans le canon de 130 mètres et à introduire immédiatement d'autres charges derrière pour accélérer la vitesse de la première. Ce système accroissait la rapidité de tir mais causait aussi des vagues de haute pression. En effet, une nouvelle explosion se produisait dans une chambre latérale, elle en rencontrait une autre produite dans la chambre précédente, ce qui provoquait lentement une pression trop forte. Bien que jamais testé, la construction du V3 débuta dans un complexe souterrain à Mimoikuk en France, en face de l'Angleterre. En 1944, les Alliés commencèrent à bombarder les sites de lancement de V2 et V1. Quand ils découvrirent des rails conduisant à une installation souterraine, ils la bombardèrent. Les dégâts furent si importants que le projet fut arrêté. Le V3 ne tira jamais. Les services secrets alliés n'eurent jamais connaissance du V3 ou canon de Londres jusqu'à ce que le site de construction soit examiné après l'invasion du Pas-de-Calais dans le nord de la France. Quand le site de Mimoikukes fut repris, De Gaulle l'inspecta et dit « Mon Dieu, nous n'en savions rien. C'était une invention merveilleuse. » Et Churchill « Faites-le sauter, je ne veux pas voir cette chose dirigée vers l'Angleterre, peu importe entre les mains de qui elle se trouve. » La marine allemande avait aussi construit plusieurs armes secrètes, parmi lesquelles des mini-sous-marins. Au printemps et au début de l'été 1944, ils durent affronter l'invasion des Alliés par la Manche. Une petite unité de la marine allemande fut mise en place, composée de petits navires qui utilisaient des sous-marins prévus pour un seul homme et des bateaux à moteur. Ces bateaux bourrés d'explosifs étaient dirigés vers les navires alliés. Les commandes étaient bloquées, l'opérateur plongeait par-dessus bord et l'embarcation se dirigeait vers la cible.
Ces mini-sous-marins étaient vraiment l'arme du désespoir. C'est le moins que l'on puisse dire. Le Sea Hunt ou phoque mesurait environ 10 mètres, son équipage était constitué de 2 personnes et il transportait 2 torpilles ou 2 mines qui pouvaient être fixées à la coque d'un navire ennemi. Le Beaver ou Castor mesurait quant à lui environ 11 mètres et était piloté par un seul homme. Lui aussi était armé de 2 torpilles. Une autre arme secrète, le Neger, était d'une conception encore plus simple que le mini-sous-marin. Il s'agissait simplement de 2 torpilles, suspendues l'une au-dessous de l'autre. L'opérateur était assis dans une minuscule cabine au-dessus de la première. Il allait très lentement, effleurant la surface de l'eau, cherchant un bateau ennemi, puis libérait sa seconde torpille. Toutefois, dans de nombreux cas, la deuxième torpille ne se détachait pas et les 2 partaient vers la cible. On ne peut nier le courage des hommes qui pilotaient ces engins. Plus de 150 sur les 200 construits furent perdus en mer. Bien que ces mini-sous-marins aient coulé une poignée de navires, leur principale qualité était de perturber les opérations alliées. Plus de 300 navires et 2500 hommes furent employés pour défendre le débarquement de Normandie contre ces minuscules embarcations. La marine allemande avait également des projets importants, dont celui appelé Projet Lafarens. Son propos était de remorquer 2 V2 dans des containers derrière le sous-marin. Une fois parvenu à New York ou de Washington, il devait couler les containers pour amener les V2 en position verticale et les tirer. Ce projet était plus qu'une fantaisie. La marine le testa réellement pour vérifier sa faisabilité. Au milieu de l'année 1942, des U-511 tirèrent 3 missiles V2 pour la première fois. Bien que le projet eût été abandonné, le concept des missiles balistiques tirés par des sous-marins ne fut pas perdu à la victoire des Alliés. Aujourd'hui, les plus puissants éléments des flottes américaines et russes sont des sous-marins qui peuvent transporter des missiles balistiques intercontinentaux avec ogives nucléaires. Le Troisième Reich tenta également de développer l'arme la plus infâme qui soit, la bombe atomique. Ils ne pouvaient pas mettre leurs ressources dans des programmes existants et laisser tomber leur expérimentation, en particulier quand le territoire de l'Axe commença à se rétrécir, car ils n'avaient plus les carburants, le matériel et la capacité de mettre ces systèmes en marche. La totalité du programme allemand d'armes secrètes peut être résumée ainsi. Trop tard. Pas nécessairement trop peu, mais bien trop tard. Ce fut l'interdiction d'Hitler qui causa un retard dans les efforts de l'Allemagne pendant 2 ans. Il ne put être rattrapé. Je ne dis pas que nous n'aurions pas gagné la guerre, mais que nous aurions eu beaucoup de mal à le faire, car nous aurions alors été confrontés en 1944 à un arsenal formidable qui nous aurait été très difficile de contrer. Les scientifiques nazis ne purent gagner la guerre pour Hitler, mais ils changèrent le monde plus qu'on aurait pu l'imaginer. Leurs missiles V2 menèrent au développement de l'ICBM, qui constitue aujourd'hui l'ossature nucléaire des superpuissances. Ces armes sont paradoxalement si destructrices qu'elles rendent une guerre mondiale impensable.
C'est aussi l'héritage des hommes qui ont conçu les armes secrètes du Troisième Reich.